demande parfois à des écrivains ou à des hommes politiques quelle inscription ils voudraient voir sur leur pierre tombale. Vous avez réfléchi à des sujets de cette nature. J'ai beaucoup admiré ce que Willy Brandt, dont j'étais l'ami d'ancien chancelier allemand, a fait en effet écrire sur la sienne à Berlin. J'ai fait ce que j'ai pu. La grande force de Mitterrand, c'est d'arriver en 81 comme s'il avait toujours été de gauche, comme s'il était le digne héritier de Léon Blum. Et au fond, la jeunesse l'a cru assez facilement. Et j'ai fait partie de ces millions de Français qui ont eu le cœur battant quand sa photo est apparue sur l'écran et qu'il est devenu président de la République. Et pour moi, j'attendais tout de lui. François Mitterrand était indiscutablement celui qui pouvait nous débarrasser de la droite après 27 ans, celui qui pouvait nous débarrasser de la peine de mort, celui qui pouvait nous débarrasser de la maîtrise des médias par le pouvoir politique, celui qui pouvait faire lever la chape de plomb, c'était le seul. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Il n'y a eu qu'un seul vainqueur le 10 mai 1981, c'est l'espoir. Arrêtez vos salades. Je suis foutu. C'est sérieux, c'est vrai. Mais nous allons commencer un traitement. Il est important que vous soyez d'accord avec ce que nous allons faire. Sinon, je suis foutu. Vous ne me donnez pas le choix. Mitterrand, peu de temps après son arrivée au pouvoir, apprend qu'il a un cancer mortel, qu'il va disparaître dans les 6 mois, qu'il ne terminera même pas ses 2 premières années de septennat. Nous étions vraiment des amis, au sens où on se voyait, on dînait, etc. On jouait au tennis. Et il tombe sur le terrain. Il souffrait de martyre. Et il se relève pas, je lui ai appelé l'ambulance, surtout pas, surtout pas. Et donc on l'a ramené chez lui. Il nous dit, voilà, le résultat des médecins est formel, je serai mort avant la fin de l'année. Prenez vos dispositions. Il ajoute, c'est quand même ralent. C'est quand même ralent. Il le dit à Jacques Attali, il le dit à Pierre Mauroy. Il montre même à Pierre Mauroy, qui est son Premier ministre à l'époque, la table de chevet avec toutes ses fioles, en lui disant « Vous voyez, Pierre, où j'en suis ?» Et puis, il décide soudain qu'il n'aurait jamais dû se laisser aller à ses confidences et il va d'une certaine façon démentir. C'est-à-dire qu'à tous ceux à qui il a confié sa maladie, il va dire « Je me suis trompé, les médecins se sont trompés, je n'ai rien ». La première interview qu'il ait fait comme président de la République, c'était à la fin 81. Juste avant l'interview, il nous a dit bonjour très gentiment et s'adressant à moi, il m'a dit « J'espère quand même que vous allez me poser des questions sur ma santé ». Monsieur le Président, bonjour. Si vous le voulez bien, ma première question, je vous la pose franchement, carrément. Est-ce que vous allez bien? Il est normal que la presse s'intéresse à la santé du président de la République. Il ne m'est jamais arrivé, depuis que j'ai l'âge adulte, d'avoir affaire, pour des choses sérieuses, à la médecine. Ni pour des problèmes cardiaques, ni pour des problèmes de maladies malignes, je veux dire pour des cancers. Ça ne m'est jamais arrivé. Il savait, oui, nier l'évidence avec un aplomb absolument incroyable. François Mitterrand considère que l'État, c'est l'État. La raison d'État, ça existe. Le secret d'État, c'est une nécessité. Mitterrand a employé cette expression auprès de son médecin. Il lui a dit c'est un secret d'État, c'était un mensonge d'État. Le traitement permet de vivre pendant 2, 3, 5 ans. Maximum. Et puis là, ça a duré beaucoup plus. La droite, qui avait vécu l'arrivée de François Mitterrand comme un mauvais rêve, attend que l'expérience de la gauche au pouvoir se termine en déconfiture. Et pourtant, la liste est longue des réformes qui ont profondément changé le visage de la société française. Abolition de la peine de mort, augmentation du SMIC de 10%, des allocations familiales de 25%, autorisation des radios privées, impôt sur les grandes fortunes, semaine de 39 heures, 5e semaine de congés payés,
retraite à 60 ans, égalité salariale entre hommes et femmes, sans oublier la première fête de la musique. Changer la vie, avant d'être une promesse de François Mitterrand, était un poème de Rimbaud. Il est élu en 81 pour faire un programme commun qui date des années 60. Il va l'appliquer. C'est un programme absolument obsolète pour la France en désindustrialisation. Et elle est irrésistible. Les paysans ont disparu et la classe ouvrière est en train d'être atomisée. Le résumé du malentendu, c'est cette image de 81 voulue par Séguéla. Cette France rurale avec son petit clocher, qui rassurait, la force tranquille. Il a essayé cette formule du socialisme sur laquelle il a été élu en 81. Enfin, en tout cas, il a fini par s'apercevoir, parce qu'il était quand même pas idiot, que ça ne pouvait pas marcher. Mitterrand ne s'intéressait qu'à la politique, qu'à l'histoire. Il ne connaissait rien à l'économie et il la considérait comme négligeable. François Mitterrand n'était pas un économiste. C'était un homme qui avait vraiment une immense culture littéraire, historique, une très grande finesse. Un homme qui avait un sens psychologique aigu, un grand homme à beaucoup d'égards. Et sur l'économie, je pense qu'il ne connaissait pas grand-chose. Il s'était fait élire sur le grand changement de programme socialiste. Bon, 2 ans après, ce programme était caduc. Il ne pouvait pas le dire publiquement, mais il lui fallait un programme de substitution, et ça a été quand même l'Europe. À partir de là, je dirais que l'ensemble du champ politique est modifié. Adieu la politique industrielle, adieu l'État stratège, et vive la crise. Ça, c'était une décision pas seulement économique, mais aussi politique. Est-ce que, oui ou non, nous allions faire cavalier seul par rapport à l'Europe? Et Mitterrand hésitait. Il ne savait pas. Il hésitait. C'était vraiment une grande décision à prendre. Il va choisir l'Europe pour plein de raisons. C'est la chance française, quoi. C'est-à-dire, si on veut faire des réformes en France, il faut les faire avec l'Europe, par le biais européen. Il a tout de suite dit oui et il a magistralement fait en sorte que ce projet se réalise. Son obsession politique, c'était la construction de l'Europe. Cette volonté de construire l'Europe et de construire l'Europe avec l'Allemagne était sûrement assez important pour qu'il sacrifie le reste. Mitterrand s'est engagé là avec beaucoup de détermination et de courage aussi. Cela lui fera dire je serai le dernier grand président, puisqu'après moi, il y aura l'Europe. Mais 3 ans après son arrivée au pouvoir, le socialisme à la française que voulait François Mitterrand va se heurter aux contraintes financières mondiales. Le réalisme économique l'a emporté et les vieux rêves de la gauche se sont fracassés sur la réalité. La parenthèse s'est vite refermée. La cote du président Mitterrand n'est plus que de 28% de satisfaits contre 55% de mécontents. En 84, Mitterrand est le président le plus impopulaire de la Ve République. Il ne faut jamais oublier. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Mitterrand me nomme Premier ministre pour essayer de remonter les choses. Et nous avons une conversation où il me dit en substance cela, écoutez, les élections ont lieu en 86, là nous sommes en 84, c'est pas possible de les gagner tellement on les bat, mais votre mission, comme on dit à la télévision, dans les feuilletons, c'est de remonter suffisamment, de faire remonter suffisamment pour que je puisse rester au pouvoir, que l'opposition ne me sorte pas de l'Élysée, et que, donc, en 88, si je veux me représenter, c'est Mitterrand qui parle, je puisse le faire. Mitterrand ne voulait pas se retrouver avec une telle majorité parlementaire face à lui que cette majorité lui dise « vous n'avez pas à rester au pouvoir ». Alors, j'essaye de faire ce qu'il faut pour pouvoir gagner. Mais il fallait qu'il y ait un système électoral qui était conforme à la position du Parti socialiste, la proportionnelle, qui permettait d'équilibrer les forces. Tout d'un coup, crac, apparaît ce Front National que François Mitterrand a non pas créé, mais favorisé. Ça, c'est terrible. Il n'a jamais pensé que ça prendrait une dimension inquiétante. Et ce qu'il voyait surtout, c'est que ça embêtait la droite. Pourquoi l'a-t-il fait? Par cynisme. Il fallait affaiblir la droite. Le Front National était un des moyens les plus efficaces d'affaiblir la droite. C'est sûr que le jeu qu'il a mené avec Le Pen était un jeu très, très cynique. Quand on fait une manœuvre, il faut la faire jusqu'au bout. La proportionnelle, c'était un cadeau,
il fallait aussi donner à Le Pen la possibilité de rafler des électeurs, c'est-à-dire de communiquer. Donc, il lui fallait l'accès aux médias, l'accès à la télévision. Il y a eu cet échange de lettres quand Mitterrand a demandé, dit à Le Pen qu'il avait insisté auprès des chaînes pour qu'on le traite mieux. Jean-Marie Le Pen a une idée, au sens premier du terme, géniale, c'est que l'immigration va être le fait politique majeur des 20 ans qui viennent. François Mitterrand savait aussi à quel point mettre Le Pen à la télévision, c'était mettre un tigre dans un moteur. Quand je vois les Arabes avec leur allure avachie, je me demande s'il n'y a pas un déterminisme biologique qui joue. Demain, les immigrés s'installeront chez vous, mangeront votre soupe et coucheront avec votre femme, votre fille ou votre fils. Comment décrire autrement la véritable invasion qui est en train de se produire dans notre pays, la constitution de véritables villes étrangères, imperméables à l'autorité, au fisc, à la police, et cette invasion, je ne sais pas comment dire cela autrement, qui ne cesse de croître. Comment expliquer aux gens qu'elle les menace dans l'essence même de leur liberté et de leur devenir? Je note que vous ne considérez pas que ces propos ont une teneur raciste. Bien clair. Mais non, je ne pense pas. Non. C'est quand même sur ce terrain-là que vous avez fait votre percée, si vous voulez. Donc il est logique. C'est pas vrai. C'est totalement faux. Et ça a fait beaucoup pour la martyrologie du Front National et son succès d'une certaine façon auprès notamment des milieux les plus populaires. Et nous voyons surgir aux élections le Front National, qui était totalement minoritaire, petit groupuscule, et qui tout d'un coup monte. Mais il ne monte pas par une opération du Saint-Esprit. Mitterrand a indéniablement utilisé le Front National à des fins politiques. Et c'est vrai que la proportionnelle l'a légitimé d'un seul coup en le faisant rentrer à l'Assemblée nationale. Ça a fait connaître le Front National, ça l'a un peu démystifié, ça l'a un peu normalisé, entre guillemets. Quand on a 36 députés, on a le droit à la parole. Mitterrand a été un puissant, précieux allié pour le Front National. Oui, le FN peut dresser une statue à François Mitterrand. Aider le Front National, ça permettait de garder le pouvoir. Il n'était pas le péniste, mais il l'a fait parce que ça marchait. Et ça a marché, sans doute au-delà des espérances de François Mitterrand. Plus personne ne pouvait l'arrêter. On peut se demander si la statue n'a pas un peu échappé à Pygmalion, quoi. Parce que ça a pris une dimension que Mitterrand n'avait peut-être pas évaluée au départ. Il a libéré sans doute des forces qui ont fini quand même par lui échapper. François Mitterrand déclarera « Je considérais qu'une victoire de la droite représentait un risque plus grand pour le pays que l'élection de quelques députés du Front National. » En plus du changement de mode de scrutin, il crée des nouvelles chaînes de télévision censées lui apporter un soutien et attribuées de façon régalienne à ses proches. François Mitterrand savait qu'il allait perdre les élections et que le service public risquerait d'être confié à des gens plus chiraciens qu'il ne l'espérait. Et donc, qu'il ait voulu à ce moment-là avoir une chaîne à lui, c'est sûr. Il y avait sans doute chez Mitterrand un choix politique à précipiter l'audiovisuel qu'il privatisait dans des mains de droite. Il fallait exploser tout ce paysage. Canal+ pour un ami, Berlusconi pour une forme de droite populiste dont il pensait que ça n'allait pas aider la droite gaulliste. Il y avait chez lui l'idée qu'il fallait avoir des obligés, en quelque sorte. Ça a toujours été sa tactique. Donc à partir du moment où il favorisait un certain nombre de gens qui étaient les propriétaires de chaînes, ils pouvaient compter plus ou moins sur leur neutralité. Le démantèlement des chaînes de télévision et le changement de mode de scrutin, une façon pour un médecin incompétent de casser le thermomètre, faute de pouvoir guérir le malade, aurait dû amoindrir la défaite attendue. Mais François Mitterrand et le Parti socialiste sont battus en 86. Qui est battu en 86 aux législatives de 86? C'est pas la gauche, c'est François Mitterrand. Et il ne démissionne pas, il invente la cohabitation. Mes chers compatriotes, vous avez élu dimanche une majorité nouvelle de députés à l'Assemblée nationale. Cette majorité est faible numériquement, mais elle existe. C'est donc dans ces rangs que j'appellerai demain la personnalité que j'aurai choisie pour former le gouvernement. Il ne peut qu'accepter le verdict populaire parce que c'est ça, la démocratie. Il ne peut qu'accepter ce verdict en renonçant totalement
à s'opposer de quelque manière que ce soit à l'action du gouvernement soutenue par la nouvelle majorité. La première cohabitation a été passionnante, extraordinaire, parce que c'était terrain incognita. Ça n'avait jamais eu lieu dans la Constitution, donc ça ne savait absolument pas quel était le partage des rôles. C'était quand même très dur. Le premier conseil des ministres de la cohabitation, ça a été c'est vraiment glacial. Et Mitterrand a l'air absolument furieux. Il a le regard de roi Jupiter, foudroyant. Non, il était humilié. Il était humilié. François Mitterrand n'avait aucun ami autour de la table. Et donc, il a été extrêmement froid, il n'a serré la main à personne. Et c'est vrai que tous étaient des petits garçons, ils étaient tous impressionnés. Hein. François Mitterrand était très, très, très impressionnant. C'était un monstre d'indifférence aussi. Et donc, je peux comprendre que des gens ne l'aimaient pas. Pour lui, cette première séance de la cohabitation a été épouvantable. Donc, il a eu le temps de dominer ça, mais quelque part, il voulait monter à Chirac, voilà, face à lui, Chirac n'existait pas. Donc il a eu cette volonté comme ça de l'abattre. Mitterrand, avec beaucoup de talent, fait du judo. Mitterrand, ça c'était sa phrase numéro 1. La vie, c'est du judo. C'est-à-dire, à partir d'une faiblesse, faire une force. On était dans un rapport de force assez voyou. Fermons la porte pour que les collaborateurs du Premier ministre ne peuvent pas venir. Oui, c'est des comportements de voyous. Et avec Jacques Chirac, c'était extrêmement tendu, des réunions au couteau, une extrême violence. Chirac, par exemple, pensait qu'il était là pour 6 mois, Mitterrand. Il était là pour 6 mois. Il va être balayé. Et moi, je me souviens Chirac disant, il va être balayé. Et Jacques Chirac, à mon avis, n'a pas été loin du coup d'État. Il y avait certains de ses amis qui lui poussaient à destituer le président de la République. Et François Mitterrand pensait qu'il y avait un risque qu'il soit destitué dans la nuit. François Mitterrand écrit « Le plus dur d'entre eux, c'est Chirac. Il faut lui casser les reins en l'usant. Avant de se demander s'ils pourraient cohabiter avec moi, ils auraient mieux fait de cohabiter entre eux. » L'élection présidentielle est dans 2 ans. La première cohabitation ressemblera à une campagne électorale permanente entre le président et son Premier ministre. Pendant la première cohabitation, Chirac vient voir Mitterrand et lui dit « J'envisage de faire un remaniement ministériel. » Et Mitterrand lui dit « Monsieur le Premier ministre, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais ça ne marche un remaniement ministériel que quand on change le Premier ministre. » Des indications et des directives qui permettent à la communauté de continuer d'avancer dans le sens du marché intérieur européen que vous savez. Monsieur le Premier ministre, vous jugez également que c'est un bon conseil ? Mais si vous permettez, il y a une conférence de presse, bien entendu, monsieur le Premier ministre est là, et tout à fait normal qu'il en soit levé, mais il n'y a pas 2 conférences de presse à la fois. Jacques Chirac a énormément souffert. Il a terminé en lambeaux, hein, après ces 2 années auprès de François Mitterrand qui l'humiliait, qui sans arrêt lui mentait. François Mitterrand, qui avait dit à Valéry Giscard d'Estaing « Vous n'avez commis qu'une seule erreur, celle de vous représenter », pense déjà à sa réélection. Autour de lui, rares quand même ont été ceux qui l'ont dissuadé de se présenter. D'abord parce qu'il y avait une cour, et qu'au contraire, tout le monde se pâmait en disant « Mais il n'y a que vous, François Mitterrand, qui pouvez représenter la gauche. » Je lui ai dit très tôt, dès 87, je lui ai dit « Il ne faut pas vous représenter parce que vous n'avez pas de projet. » Et il m'a dit « Oui, vous comprenez, j'hésite, d'ailleurs je ne suis pas sûr de me représenter. » Lui-même considérait qu'au fond, personne d'autre mieux que lui n'était capable de diriger la France. La dernière fois où je l'ai vu, seul, c'était en 88. Il s'interrogeait pour savoir s'il allait se représenter ou pas. Il m'a dit, mais tous les hommes de ma famille sont morts à 80 ans, donc si je recommence, je dis, écoutez, tant qu'à mourir, mourrez à l'Élysée. Mon envie, mon désir n'est pas d'être candidat. Donc n'attendez rien de moi. J'en suis navré, parce que ça me plairait de vous faire des confidences. Mais je ne les ferai pas. D'ailleurs, je ne sais pas quelle confidence je vous ferai. Je connais mon désir. Mon désir n'est pas de rester président de la République. Vous me permettez de prendre un pari ? Oui, dites-moi. Vous serez candidat ? Écoutez, prenez vos risques. Et puis à un moment, s'est imposé dans les derniers mois l'idée que si ce n'était pas lui, qui que ce soit eût été battu par Jacques Chirac. Les médecins, justement, lui disent
attention, on a réussi à tenir pendant un premier mandat 7 ans, mais les 7 années suivantes, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir contenir le cancer. Mais lui est bien convaincu qu'au contraire, ça sera le remède le plus souverain qu'il puisse prendre. Monsieur le Président, êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République? Oui. Vous avez mûrement réfléchi? Je le crois. Pour lui, comptait le fait de gagner cette élection présidentielle de 88. C'est-à-dire de montrer qu'il était le plus fort, quoi. Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Comme plus de 38 millions d'électeurs, François Mitterrand et Jacques Chirac accomplissent leur devoir civique. Voilà donc l'image de ce nouveau président de la République. François Mitterrand vient d'être réélu selon l'estimation Bull BVA avec 53,9% des voix. François Mitterrand dira après sa victoire « La meilleure partie de moi-même me conseillait de ne pas me représenter. Mais finalement, c'est l'autre qui l'a emporté. » C'est évident que le second mandat est un mandat de trop, un mandat raté, un mandat de l'enfermement et de la dérive monarchique. Il y a forcément, avec un pouvoir qui est à ce point dans sa bulle, un phénomène de cour, un phénomène de déconnexion de la société. Il n'y avait pas une cour, il y avait des cours, il y avait des cercles, il y avait des rites, il y avait des codes. Je pense que les présidents de la République vivent trop comme vivaient les monarques bourgeois de la moitié du 19e siècle. Et qu'il faudrait cesser cette sorte de disparité entre les exigences de la vie moderne et ces personnages confinés derrière des protocoles désuets. Le second septennat, c'est l'argent. C'est l'argent. Des gens qui étaient proches de François Mitterrand ont été en mesure de se rembourser des appuis qu'ils avaient pu donner. Donc ça crée de la courtisanerie, ça crée de la corruption. Mitterrand n'a pas fait beaucoup de bien à la morale, ça c'est sûr. Son cynisme, son entourage, le fait qu'autour de lui, il y ait eu des hommes aussi controversés que Bernard Tapie. Quel est le symbole de la promotion de Bernard Tapie, qui n'était en rien un homme de gauche, qui faisait l'éloge de l'enrichissement? Ben c'est bien cela, c'était l'argent. Tapie, c'est le goût de Mitterrand pour la canaille. Il fait des choses illégales, mais il gagne. Il est le voleur avec brio. François Mitterrand nomme Michel Rocard au poste de Premier ministre. Il avait confié à des journalistes « Rocard n'a pas les capacités pour cette fonction, mais puisque les Français le veulent, ils l'auront. » Alors qu'il lui demandait qui il voyait pour lui succéder, il avait répondu « Par ordre de préférence, Jacques Delors, Raymond Barre, Giscard d'Estaing, mon chien, Michel Rocard. » Il n'avait pas, je prendrais un vocabulaire mitterrandien, une appétence particulière pour Rocard. Je ne suis pas sûr qu'il lui ait facilité le travail. Il était assez dur, trop dur avec Rocard. C'était anormal. C'était ça l'idée, c'était je vais le prendre, il sera Premier ministre et ça va enterrer l'âge de guerre. Il l'a pris, il a été Premier ministre, mais ça n'a pas enterré l'âge de guerre. Il l'a nommé, mais avec l'idée derrière la tête qui se casse la figure. Ça, c'est absolument évident. D'ailleurs, il lui a mené une vie absolument infernale. Rocard, c'est un choix obligé. Une fois qu'il a ce choix dans les pattes, il joue avec, comme le chat avec la souris. Donc il le fait souffrir, il l'humilie. Il n'y a pas de mot assez dur pour Rocard, c'est d'un mépris absolu. Même lorsqu'il le nomme Premier ministre, il dit à tous ses proches « Dans 15 jours, on verra à travers ». Dans l'Hexagone, François Mitterrand s'ennuie, ne se passionne plus pour grand-chose et laisse son Premier ministre dans les tracas nationaux. Il voyage pour renforcer sa stature à l'étranger, est omniprésent sur la scène internationale. La fin de l'Union soviétique, puis la réunification de l'Allemagne, l'inquiète.
Tous les chefs d'État et de gouvernement, au moment de la chute du mur, sont paniqués. Tout le monde cherche à freiner le cours de l'histoire. L'histoire va trop vite, de manière surprenante. Aucun chef d'État, personne n'a anticipé que le mur allait s'effondrer. Bush a dit à François Mitterrand devant moi qu'il y aurait peut-être une réunification dans 5 ans, peut-être dans 20 ans. Vous voyez, on est en décembre 89. Quand le mur tombe, il ne comprend pas que c'est définitif et qu'au fond, tout ce monde de la guerre froide qu'il a connu et qui a accompagné toute sa carrière politique est bel et bien terminé. Il n'a pas su accompagner ce grand changement, ce grand basculement historique. Et au moment de l'écroulement du mur de Berlin, il n'a pas eu incontestablement les mots qu'on attendait. Ça regarde l'Allemagne. Moi, je n'entends pas du tout dicter à l'Allemagne ce que sera son statut futur et de quelle manière déterminera ses alliances et la nature de ses alliances. Ça regarde l'Allemagne. Et on l'a vu aussi lorsque s'est précisé la perspective d'un éclatement de l'Union soviétique que Mitterrand redoutait beaucoup. Moi, j'ai vu le président des États-Unis jeter ses dossiers à la tête de François Mitterrand dans une réunion. Enfin, c'était des périodes très très lourdes. Tout le monde pensait que le communisme s'effondrerait peut-être un jour, mais que ça prendrait encore 20 ans, 30 ans, qu'il y aurait des crises, des coups d'État, etc. Mais enfin, pas que ce truc gigantesque allait s'effondrer, imploser, quoi, comme il a implosé. On voit qu'un Mitterrand un peu vieilli, qui perd un peu la main sur le plan international. Donc, qui est un homme de sa génération née après la guerre de 14. Il va faire une erreur de jugement. Cet homme si passionné d'histoire, au fond, il ne va pas comprendre que l'histoire a changé. Il n'y a pas de visionnaire chez Mitterrand. On peut reprendre tous les textes de Mitterrand, il n'a rien compris à ce qui se passait finalement dans le monde. Finalement, ce qu'aurait pu être le grand homme de cette période, c'est Michel Rocard. Rocard est bon. Rocard réforme. Rocard redresse le pays. Ce que Mitterrand a raté en 81-83. Donc il faut tuer Rocard. Les deux hommes s'entendaient si mal qu'à un moment donné, la rupture était évidente. Il y a vraiment une volonté d'écraser celui qui pourtant rivalise avec lui en termes de popularité et qui aurait pu effectivement être dangereux pour lui, mais qu'il a toujours maintenu soigneusement à l'écart. François Mitterrand exige de Michel Rocard qu'il lui remette sa démission. Lorsque Michel Rocard est parti, donc 3 ans jour pour jour après avoir été nommé, c'était en 91, la succession des premiers ministres a été catastrophique par la suite. Édith Cresson devient Premier ministre. François Mitterrand dira « Quand j'ai nommé Édith Cresson, je lui ai dit qu'elle avait le devoir d'être impopulaire. Je ne pensais pas qu'elle réussirait aussi bien. » Moi, je ne crois pas que ce soit une erreur de nommer Édith Cresson. À l'époque, Mitterrand veut changer les choses et nommer une femme, pourquoi pas, après tout. Là où il fait une erreur, c'est qu'il nomme une femme qui n'a pas de soutien dans l'appareil du parti et qui n'a pas de soutien au Parlement. Je pense qu'il a sous-estimé la difficulté qu'Édith aurait avec l'appareil du parti. Il faut dire qu'elle-même n'a pas toujours fait les efforts qui étaient nécessaires. Elle était hors code. Les propos maladroits d'Édith Cresson sur les Anglais, tous homosexuels, sur les Japonais, un peuple de fourmis, ou sa remarque « la bourse, j'en ai rien à cirer », vont effriter sa crédibilité et l'obliger à céder sa place à Pierre Bérégovoy. Le nouveau Premier ministre se veut exemplaire et prend la tête d'une croisade contre la corruption, les scandales politico-financiers et autres délits d'initiés. Il déclare « Certains hommes publics se sont enrichis de manière illégale. Ils doivent être châtiés. » Il cite François Mitterrand qui se plaisait à stigmatiser « l'argent qui corrompt, l'argent qui pourrit jusqu'à la conscience des hommes ». Mais les révélations par la presse d'un prêt sans intérêt et jamais remboursé, accordé à Pierre Bérégovoy par un ami du président à la réputation sulfureuse, Roger Patrice Pelat, vont faire l'effet d'une bombe et aggraver le rejet de la gauche. À la veille d'une défaite électorale annoncée, le Premier ministre apparaît politiquement miné par cette affaire. Je crois qu'il était très détruit par cette histoire de prêt, parce que ça touchait son honneur, son rapport d'homme de gauche au monde ouvrier, à sa jeunesse. C'était quelqu'un qui était complètement déprimé. Il était dans la spirale descendante de la désolation. Il était catastrophé. Je me suis à 2 ou 3 conseils des ministres avant. J'étais assis à côté de lui toujours, comme ministre d'État. Bon, j'étais là.
Et il ne suivait rien du Conseil. Il me disait, mais enfin, Roland, toi qui connais, qui es avocat, tu connais les juges, comment trouves-tu, comment expliques-tu qu'un juge puisse donner des pièces du dossier comme ça à des journalistes? Mitterrand le prenait le plus souvent possible, mais il nous a dit, on a été plusieurs à qui il disait, mais il faut qu'il sorte de là, Bérégovoy, il faut qu'il pense à l'avenir, j'essaye de lui faire penser à l'avenir, mais je n'y arrive pas. Moi, j'ai vu ça à un poste d'observation exceptionnel. Je faisais mon service militaire à Matignon, au service de presse. Et donc, plusieurs fois par jour, je rentrais dans le bureau de Bérégovoy et je voyais un homme accablé. Je ne me rendais pas compte qu'il y avait par-delà une dépression totale de cet homme. Cet homme faisait des conférences de presse. Il y avait tellement peu de journalistes qui venaient qu'on nous demandait à nous, les petits militaires du service, de venir s'asseoir dans la salle comme si on était des stagiaires de journaux. Tous les élus, à chaque fois qu'ils allaient dans leur circonscription, étaient vilipendés, sifflés, hués. Toute la gauche se rend bien compte que la catastrophe approche et que l'électorat s'apprête à ramener la droite au pouvoir. La situation du Premier ministre était mauvaise, elle est devenue désespérée. Les socialistes sont balayés, littéralement jetés dehors aux élections législatives. C'est la déroute, la pire défaite depuis celle de 84. À l'Élysée se tient le dernier Conseil des ministres. C'était un Conseil des ministres banal. Et puis à la fin, Mitterrand a pris la parole. On a perdu les élections. Il ne faut pas que vous soyez triste. Vous reviendrez au pouvoir. Je ne serai peut-être plus, moi, comme ça, mais vous reviendrez. Une époque s'achevait. C'était la fin de l'ère Mitterrand. C'était triste. On était en larmes. Moi, j'avais à côté de moi le ministre des Finances actuel qui pleurait avec moi. J'étais juste à côté de lui. Il pleurait. Après, il nous a pris les uns après les autres pour saluer, comment ça va, etc. Demain, vous ne serez plus là, mais je penserai à vous. Ségolène Royal, en sortant, s'est effondrée. Mais elle est tombée dans ses bras, elle pleurait, à chaudes larmes. Il m'a transmis un message de courage. Votre génération doit rester debout. Vous verrez, le combat politique reste rude. Et en plus, il était déjà très malade, donc c'était un homme déjà malade et qui pourtant dégageait une espèce de force charismatique en voulant nous transmettre ce flambeau et en nous disant de continuer le combat politique. Et c'était ça qui était émouvant et extrêmement poignant. Après moins d'un an à Matignon, Pierre Bérégovoy quitte ses fonctions de Premier ministre. Au vibrant hommage de François Mitterrand à la politique qu'il a menée, il répond « Non, ce que j'ai fait est inacceptable et impardonnable ». Pierre Bérégovoy a été abandonné après la défaite terrible des législatives. Contrairement à ce qui a été dit, il ne recevait pas de signes. Il était seul. Il a pris tout sur lui. Il a eu une dépression au sens physique, médical. Et je me rappelle, on était à l'Assemblée nationale à ce moment-là, ensemble, et il me disait, mais tout est de ma faute, j'ai plus rien à faire, regarde mon carnet de rendez-vous, j'ai plus rien. Et en plus, il y a eu quelques scènes qui étaient pénibles, où, alors qu'il était Premier ministre quelques jours auparavant, il allait dans des réunions socialistes, et les hiérarques socialistes le considéraient comme peu de choses. Donc c'était très dur. Et on a essayé de l'entourer, mais peut-être pas assez. Et puis voilà, il s'est tué. C'est tombé comme un coup de tonnerre, parce que même si on avait des craintes qu'il puisse tenter de se suicider, je ne pensais pas qu'il aurait l'opportunité de le faire et que finalement il le ferait. Mitterrand c'est peut-être reproché aussi de ne pas avoir assez communiqué avec lui, de ne pas avoir été assez attentif avec lui. Est-ce qu'il se l'est reproché? C'est possible. Mais là encore, en faisant preuve quand même d'un aplomb et on peut dire quelquefois d'une mauvaise foi incroyable. On s'est demandé ce qu'il avait voulu dire lorsqu'il a désigné, quand il a stigmatisé les chiens dans son discours de Nevers aux obsèques de Pierre Bérégovoy. Il avait les larmes aux yeux. Il n'a pas pleuré parce qu'il se retenait. Enfin, il avait un tremblement dans la voix. Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme
et finalement sa vie, au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celle qui protège la dignité et la liberté de chacun d'entre nous. Quand il a dit un homme livré aux chiens, livré son honneur, etc., c'était comme du Shakespeare, quoi. Le suicide de Bérégovoy, c'est quand même plus une histoire de dépression après un échec électoral, plutôt qu'une dépression après une campagne de presse. Si on regarde bien la phrase, les journalistes, c'est ils ont, les journalistes, livré l'honneur de cet homme Bérégovoy aux chiens, c'est-à-dire vous, les Français avides de scandale qui lisaient tous les journaux dès qu'il y a un scandale. Donc les chiens, c'est les lecteurs dans l'esprit de Mitterrand. Par ailleurs, c'est faux. Qui a sacrifié Bérégovoy? C'est Mitterrand. Il dévie d'une certaine façon les accusations, parce que le suicide de Bérégovoy, c'est le suicide c'est la marque des désillusions de la gauche, bien plus que celle d'un homme attaqué par la presse. C'est ça qui a tué Bérégovoy. C'est la machine classique politique qui broie les hommes, et c'est la cruauté effroyable de Mitterrand, mais qui a permis à Mitterrand de faire la carrière qu'il a faite. Nous sommes allés nous promener ensemble, tous les deux, tout seuls, et il m'a parlé de la mort de Bérégovoy, de l'injustice de la politique, de la dureté de la politique, mais en fait, il parlait de lui et de sa mort. C'est de la sienne dont il parlait. Et je le savais, et il savait que je le savais. On a beaucoup brodé sur le suicide, on a même cru que c'était pas un suicide, que c'était une exécution, raconter n'importe quoi. Et je lui ai dit, tous les gens de droite, hein, ils racontent partout que c'est vous qui avez fait assassiner Bérégovoy. Mitterrand me regarde et puis me dit, bon, Roland, c'est pas par lui que je commencerai. C'est Mitterrand qui a tué Bérégovoy. Il ne l'a pas tué au sens légal du terme, c'est pas un meurtre. La politique, c'est comme ça. Aux élections législatives de mars 1993, le Parti socialiste connaît une défaite sans précédent et perd la moitié de son électorat. Son groupe parlementaire est réduit à 56 députés. L'opposition enregistre un succès historique. La nouvelle majorité peut compter sur le nombre impressionnant de 484 élus sur un total de 577. La débâcle du PS impose une seconde cohabitation à François Mitterrand, qui nomme Édouard Balladur à la tête du gouvernement. François Mitterrand rappelle que, réélu pour 7 ans en 1988, il accomplira la totalité de son second mandat. Comparée à la première cohabitation, la deuxième sera qualifiée de consensuelle, une cohabitation de velours, moins tumultueuse. Même si à l'Élysée l'ambiance est crépusculaire, les deux hommes vont cohabiter sans accroc. C'est quelqu'un aussi, Édouard Balladur, qui avait eu à gérer, quand il était secrétaire général de l'Élysée, la maladie de Pompidou. Il s'est retrouvé avec le même problème, à ceci près qu'il était Premier ministre. Et puis, c'est quand même quelqu'un de bien élevé, donc il a toujours marqué un certain respect quand même, à la fois pour la fonction de Mitterrand, et puis pour le malade, au fond, qu'il était. Nous avions eu un président qui a menti sur un point essentiel après ce qui était arrivé à Georges Pompidou, c'est-à-dire sa capacité à gouverner. À l'époque, justement, on cherchait à savoir s'il était capable d'exercer ses fonctions, mais il y avait autour de lui un entourage qui mentait, qui racontait que Mitterrand travaillait très bien. Au fond, même Balladur, d'ailleurs, gommait et en tout cas cachait, ne livrait pas ce qu'il voyait de Mitterrand et qui était la réalité, c'est-à-dire que Mitterrand passait parfois des journées et des journées couchées. Ça n'est qu'affaibli que le prince va prêter le flanc à ses critiques et qu'on va apprendre sa maladie. Il ne pourra pas faire autrement. C'est François Mitterrand lui-même qui parle pour la première fois de sa maladie et brise tous les tabous. Vous ne pouvez pas être assez ignorant pour ne pas savoir que dans ce genre de maladie, ça arrive une fois sur deux. En fait, peut-être pas une fois sur deux, mais très souvent. Et vous êtes en forme? Vous sentez bien? Ce sera à vous d'apprécier. Il nous tient au courant de l'évolution de son orange. Il nous dit, voilà, j'ai une petite boule et le jour où elle deviendra une orange, tout flambera. Enfin, il vivait, il s'entretenait, il nous entretenait de la question de la mort. C'est presque une banalité quand on connaît son intérêt pour les cimetières.
Je pense à tous ceux qui ont frisé l'infarctus en pensant que mon heure, donc la leur, était arrivée. J'en connais 3 ou 4 dans l'opposition, à peine un peu plus au Parti socialiste. Je mesure leur déception. Un an après, il y a eu un deuxième suicide, qui est ce François de Grossouve qui se suicide au pied de son maître, dans le palais présidentiel lui-même, dans son bureau. François de Grossouvre, l'éminence grise de François Mitterrand, est retrouvé mort d'une balle dans la tête dans son bureau de l'Élysée, un Magnum 357 à la main. Dans l'ombre depuis 35 ans, il connaissait les moindres secrets de François Mitterrand. Il avait joué un rôle clé dans le financement des campagnes électorales de 1974 à 1981. À l'Élysée, il avait ses propres secrétaires et ses gardes du corps personnel. Cet homme racontait beaucoup de choses, fantasques, invérifiables. Il disait, aujourd'hui, il n'y a plus que l'argent et la mort qui l'intéressent. Et il le disait dans son appartement, et il me recevait dans cet appartement comme une provocation. Il était extrêmement aigri, vindicatif, vitupérant contre les voleurs, disait-il, qui entouraient Mitterrand, critiquant l'enfermement du roi dans sa cour, critiquant aussi l'abandon au fond de tous les idéaux de la gauche. Il s'est mis à me faire des confidences de plus en plus violentes contre François Mitterrand. Il essayait, tout en me disant qu'il fallait garder le secret, mais j'avais bien compris qu'il voulait que je me serve de ces informations pour taper sur François Mitterrand. Il passait sa vie à cracher sur Mitterrand. C'était obsessionnel. Il essayait de me raconter des horreurs sur Mitterrand. À chaque fois que je le voyais, mais je suis allée voir Mitterrand en disant « Écoutez, pourquoi vous acceptez d'avoir à l'intérieur de l'Élysée un soi-disant conseiller qui passe son temps à appeler tout Paris pour vous cracher à la gueule ?» En le gardant au sein même des appartements de la République, il discréditait son témoignage. Ça vous donne tout à fait une idée de ce qu'était Mitterrand, hein, c'est-à-dire un sens de la manipulation très très fine. Un suicide à l'Élysée, c'est une façon quand même, quoi qu'il se passe, de faire porter la responsabilité à celui qui y est. C'est comme les femmes trompées qui se suicident sur le paillasson de la maîtresse de leur mari. Il me disait « Qu'est-ce que j'ai pu lui faire pour qu'il fasse cet acte-là » L'abandon mitterrandien, la disgrâce mitterrandienne, c'était un poison pour ces gens-là qui avaient fait toute leur vie dans la dévotion à Mitterrand. Mitterrand prenait les hommes, les utilisait et les jetait. D'un mot, d'un geste. Il y avait un lien très profond entre ces deux hommes. François de Grossouve est le parrain de Mazarine Pinjot. C'est lui qui lui a appris à faire du cheval dans une certaine période de son adolescence. Son appartement officiel, quai Branly, était au-dessus de celui de Mazarine et de sa maman. Donc il y avait une imbrication presque familiale. François de Grossouvre était chargé de veiller sur Mazarine, la fille cachée du président François Mitterrand, née en 1974 d'une relation extra-conjugale avec Anne Pinjot. Mazarine doit vivre dans l'ombre. Le public ne doit rien savoir. Mais il y a les rumeurs. Il faut sans cesse les démentir, scruter la presse. J'ai vu Mazarine, toute petite, tout bébé, dans son landau, poussée par Mitterrand. La première fois que je l'ai vue, je me suis dit, tu rêves. Je me suis approché. Et la Mazarine dormait dans le landau et promenait. Elle devait avoir 6, 7 mois, 10 mois, peut-être pas plus. On n'arrivait pas à le croire. Ça paraissait absolument incroyable que le président de la République ait un enfant caché et qu'il ait pu le dissimuler à la France entière. Pendant des années, on voyait venir Mitterrand, rue Jacob, et il descendait avec Anne Pinjot ou avec sa fille. Tout le monde les connaissait dans le quartier. Vous savez, quand on arrive dans une école, on vous fait remplir une fiche, votre nom, père, mère, etc., profession du père. Et la gosse, elle avait mis président de la République. C'est arrivé à l'instituteur. Il a dit à Anne Pinjot, nous sommes inquiets pour la santé mentale de Mazarine, parce que, oui, pourquoi? Parce qu'elle nous a dit que son père était président de la République. Et Anne Pinjot avait dit, mais c'est parfaitement exact.
Et Mazarine ne se cache pas qu'elle est la fille du président de la République. Tout le monde dans son lycée sait qu'elle est la fille du président de la République. Ma fille était en classe, dans la même classe. Tout le monde connaissait. Elle allait faire du cheval à l'école militaire. Tout le monde le savait. Les gens qui étaient là, Mazarine, c'était la fille du président. Et pendant tout le temps où j'étais à l'Élysée, il me demandait des conseils de restaurants pas trop ringards où il pouvait inviter sa fille. Et le lendemain, j'avais le débriefing avec Mitterrand qui me disait « Ouh là là, mais alors dites donc, hier, je me suis fait salement engueuler. Hein, il n'était pas terrible, hein, votre resto. » Un jour, dans un restaurant, je vois arriver une jeune fille et puis Mitterrand. Mais Mitterrand vient nous saluer. Il ne se cache pas. Cette jeune fille, c'est Mazarine. Il fête son anniversaire. Donc je parle de moi. Et ça arrive à 50 journalistes qui ont croisé dans un restaurant François Mitterrand et sa fille. 50. Hein, donc mais on vit tous avec l'idée, c'est sa vie privée. Les journalistes qui avaient vu Mazarine ou qui avaient vu Mitterrand avec Mazarine n'avaient pas toujours fait le lien et en tout cas pas osé non seulement briser le tabou en l'interrogeant, mais même y songer. Ça, c'est fascinant. Comment un homme politique, qui est quand même exposé, comment un homme politique a pu cacher? Ben non, il n'a pas caché. Mais comment les journalistes ne l'ont pas révélé? Eh ben non, ils ne l'ont pas révélé. Il a fallu que ça vienne de François Mitterrand lui-même. François Mitterrand décide de révéler l'existence de sa fille Mazarine. Jusqu'alors, il s'était employé à maintenir le secret. Depuis 13 ans, 8 super gendarmes veillaient en permanence sur la maîtresse et l'enfant illégitime de François Mitterrand. Par l'entremise de Roland Dumas, négociation s'engage pour savoir comment révéler au monde l'existence de Mazarine. Donc c'est une révélation à la fois volée et consentie qu'il va organiser, je crois, en novembre 1994. Il me fait ce cadeau formidable à la démocratie française, le people. On va pouvoir parler de la vie privée des puissants, le petit lever du roi. Ça y est, nous y sommes tous, nous sommes là. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ait pu mener cette vie privée absolument ahurissante, Mazarine. On lui demande, il dit, mais enfin comment votre père a-t-il pu imposer le silence, maintenir le secret autour de votre existence et celui de votre mère? Et Mazarine répond, si j'ai bonne mémoire, mais par la crainte qu'il inspirait à tous. François Mitterrand partageait sa vie entre ces 3 femmes, comme il disait. Danielle, l'épouse, Anne, la concubine, et Mazarine, la fille adorée. Mais cela ne l'empêchait pas de multiplier les conquêtes. On ne peut pas les avoir toutes, mais il faut essayer, confiait-il à son vieux complice Roland Dumas. On savait très bien qu'il avait une vie sentimentale très agitée. Ça, c'était une notoriété publique. Il ne se songeait même pas à le cacher. Mitterrand n'est jamais passé pour un parangon de fidélité. Mais quand on est en politique, on ne divorce pas. Daniel Mitterrand a sa vie, il a sa vie. Il faut savoir que Daniel avait son partenaire, son amant, 5 ans avant que Mitterrand est tombé amoureux d'un Pajot. Et cet amant, Jean Balancy, était avec elle pendant 23 ans. Et rue de Bièvre, ils étaient tous ensemble, tous les 3, habitaient rue de Bièvre. Car Mitterrand disait, je ne peux pas interdire à ma femme ce que je m'autorise à moi-même. Il voulait toujours maîtriser toutes les situations. Il avait horreur de se trouver dans une situation qu'il ne maîtrisait pas. Un président marié ne pouvait pas avoir un deuxième foyer et donc une fille. Je crois qu'il y a une raison aussi totalement politique. Donc il fallait qu'il protège de façon absolue l'existence de ce deuxième foyer. Alors à partir du moment où il y avait des gens qui risquaient, même inopinément, de révéler cette vie, il devenait un peu... Objectivement, il perdait un peu la raison, parce que là, on s'est mis à espionner des gens. Je ne sais plus, il y avait le compagnon de Carole Bouquet qui était absolument pour rien dans cette affaire. De cet homme dont on attendait le retour et le triomphe de la moralité publique, on a été surpris de trouver les écoutes téléphoniques
et autres vicissitudes. De lien en lien, par une forme de capillarité, ce système va devenir fou, puisque tout le monde va être écouté. On va y mêler à la fois des gens qui discutent de la vie privée de Mitterrand, des gens qui enquêtent tout simplement sur lui et sur d'autres affaires. Je l'ai découvert à mes dépens avec les écoutes téléphoniques de la cellule de l'Élysée, cette fameuse cellule qui protégeait le secret du prince, qui deviendra un cabinet noir, un cabinet d'espionnage, à la main du président lui-même et hors de toute légalité. Louis Plenel était un personnage important du journal Le Monde. Alors, il y avait toute une série d'articles très désobligeants contre Mitterrand. Il y avait Mitterrand dans le collimateur. Roland Dumas et d'autres de ses sbires, pourrait-on dire, ont inventé le fait que j'étais un agent de la CIA et qu'il aurait été convaincu que je travaille pour une puissance étrangère. Mitterrand devenait un peu obsédé par ces problèmes-là. Mais dans cette tradition monarchique, quand même, protéger le monarque, c'était fondamental. Christian Proutot, chargé de la sécurité de François Mitterrand et responsable du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, était la nounou attitrée de Mazarine. Pour cette mission très spéciale, il sera fait officier de la Légion d'honneur. Mitterrand n'est pas le seul. Napoléon, quand il a créé la Légion d'honneur, a dit qu'il faut des hochets pour mener les hommes. Il le décore lui-même, d'ailleurs. Christian Proutot, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. L'extension, disons, que Mitterrand et les gens qui l'entouraient à l'Élysée ont donné à ce système est évidemment absolument injustifiable. Mais alors, il l'a nié avec une superbe absolument incroyable. Il y a cette scène où Mitterrand est questionné par un journaliste belge sur les écoutes téléphoniques. Alors, Monsieur le Président, cette fameuse histoire des écoutes téléphoniques qui auraient été commandées par l'Élysée... Il n'y a pas de service d'écoute à l'Élysée. Il ne peut pas y en avoir. Je ne sais pas comment on fait d'ailleurs des écoutes. Mais il s'agissait d'écoutes qui auraient été commandées par la cellule antiterroriste de l'Élysée, bien sûr pas... On s'enfonce encore un peu plus. Mais... Je n'ai pas l'intention, à vous, car rien n'autorise à cela, de répondre à vos questions. Je voulais vous demander justement si le fait de décorer Monsieur Proutot n'avait pas été pour vous... Notre conversation est terminée, monsieur. Si vous voulez bien, nous allons nous séparer maintenant. Je ne pensais pas qu'on allait tomber dans un tel degré de vilainie. Mais, Monsieur le Président, il ne s'agissait pas de ça. C'est terminé. Ils font leur vrai travail, ils ne se contentent pas à la française d'une question. Ils le relancent 3 fois, 4 fois, au point que c'est lui qui quitte son propre bureau. Puis il appuie sur une sonnette et il fait vider les journalistes. C'est là où on voit l'extraordinaire aplomb qu'il pouvait avoir. Un culot d'enfer. D'un autre côté, c'est pas ce qui restera de mieux de François Mitterrand que ses écoutes téléphoniques. On aurait préféré que dans sa vie, dans sa biographie, ça disparaisse. Cette séquence ne passera pas dans les télévisions françaises jusqu'à sa mort. Aucune télévision française ne la diffusera. En fait, pendant 14 ans, protégés par les services, protégés par le roi du pouvoir, les journalistes ne vont pas aller voir ni la maladie, ni Mazarine. Le journaliste Pierre Péan s'apprête à publier un livre, Une jeunesse française, qui se penche sur le François Mitterrand jeune homme des années 30-40. L'itinéraire très complexe, atypique, du futur président de la République. Contractuel du gouvernement de Vichy, puis employé au commissariat aux prisonniers de guerre, il en démissionne et s'engage dans la résistance. Mais cette période, contrastée, a 2 versants. Il est résistant, mais il est décoré par Vichy. De plus, tout ce que colportait l'extrême droite la plus haineuse semble être vrai. L'étudiant sympathisant avec les croix de feu, la francisque décernée par le maréchal Pétain. L'image du résistant incontestable va s'estomper, au profit d'un portrait plus flou. François Mitterrand avait écrit « Je hais ceux qui veulent fouiller, juger. Les inquisiteurs sont des lâches. » Mon éditeur me dit un jour, faut que tu reçoives un journaliste qui a des choses sur François Mitterrand. Et je reçois Péan, que je ne connaissais pas, et qui m'explique tout ça. Alors moi, j'avais été resté sur ce que m'avait dit François Mitterrand. Je me suis évadé d'Allemagne, je suis resté 3 semaines à Vichy, je suis parti dans la Résistance. Et Péan m'explique qu'il est resté pas 3 semaines, mais 18 mois, qu'il a toutes les photos, etc. Et je lui dis,
j'arrive pas à croire ça, c'est pas possible, vous êtes fait berner, c'est pas vrai. Et il me dit, oui, mais enfin, ce serait bien si je pouvais en parler à François Mitterrand. Alors je décroche mon téléphone et je lui dis, Monsieur le Président, je suis avec un journaliste qui prétend que vous avez passé 18 mois à Vichy. Et un silence s'installe, il me dit, demandez-lui de passer me voir. Là, j'ai compris que c'était vrai. Je ne savais pas si ça allait être une bombe, mais je pensais en tout cas que ça risquait de poser quelques problèmes. François Mitterrand n'était pas chaud du tout. Et il me disait, mais à quoi ça sert, etc. Et donc, il estimait qu'il n'avait rien à se reprocher. Qu'il préfère maîtriser ce qu'il s'écrira sur sa vie et sur son passé que de laisser les historiens ou n'importe qui fouiller dans son passé après sa mort. Mitterrand, à mon avis, aide Péan par distraction. C'est-à-dire qu'il ne voudrait pas l'aider, mais il est vieux, il est fatigué, il ne contrôle plus tout. Ce qui est très extraordinaire dans l'histoire de Mitterrand, c'est que tout le monde savait tout, mais rien ne paraissait. Rien. Tout le monde connaissait l'histoire de la Francisque. Il y avait des photos qui avaient circulé partout. C'était pas un scoop, l'histoire de la Francisque. Ça avait été dit par des journaux d'extrême droite. Il avait une telle force de persuasion, puis il avait réussi à faire oublier complètement cette période. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est la faculté qu'a eu Mitterrand à faire oublier toute une part de son passé. J'ai trouvé des choses dont lui-même ne se souvenait plus. Et très rapidement, il m'a dit « Mais vous connaissez mieux ma jeunesse que moi ». La photo et la manifestation sur les métèques, c'est la seule qu'il a refusée. Il reconnaissait que c'était lui sur la photo, mais il disait « c'est pas possible ». Donc jusqu'à la fin, il refusait l'histoire de la manifestation entre les métèques. Péan, que je connais bien, l'a fait avec son entière collaboration, mais il ne lui a pas soumis son livre. Je ne me suis pas censuré. Et quant à François Mitterrand, jamais, il m'a demandé est-ce que je pourrais lire un show, est-ce que vous pourriez ne pas parler de ça. Non, absolument jamais. D'ailleurs, je ne lui ai pas parlé non plus de la photo avec Pétain. Il n'est jamais intervenu. Mitterrand n'a pas dit toute la vérité à Péan, ça. Moi j'en ai des preuves. Il y a au moins 2 témoins qui ont été priés par Mitterrand de donner une certaine version des événements auprès de Péan et qui ont reçu qui ont eu des promotions dans les hauts grades de la Légion d'honneur assez importantes. Ce qui est plus choquant que l'affaire Vichy, c'est l'affaire Bousquet. Ce qui est plus étrange, c'est son amitié avec Bousquet. Pierre Péan va révéler que François Mitterrand a conservé jusqu'au soir de sa vie des relations d'amitié avec René Bousquet. Ancien secrétaire général de la police de Vichy, il avait joué un rôle central dans la collaboration policière avec l'occupant allemand pour arrêter les Juifs étrangers et accélérer leur déportation. Il avait déclaré « Nous les chercherons, nous les prendrons là où ils sont. Quelle que soit l'issue de la guerre, le problème juif devra être résolu. » Je devais déjeuner en tête-à-tête avec François Mitterrand. Et j'arrive dans ce restaurant, il est là avec une petite dizaine de personnes. Et le premier à gauche, c'était un monsieur que je ne connaissais pas, auquel tout le monde faisait référence en permanence, avec beaucoup d'obscurité. Un monsieur très sérieux, avec un gilet, des grosses lunettes. Et après le déjeuner, qui était un déjeuner visiblement d'anciens combattants, de copains, ils se tutoyaient tous, je reviens avec François Mitterrand tout seul. Et je lui dis, ça serait bien que vous me disiez qui était qui. René Bousquet. Je n'avais jamais entendu son nom. Et René Bousquet, secrétaire général de la police de Vichy. Je m'arrête et je dis, vous m'avez fait déjeuner avec le secrétaire général de la police de Vichy? Il me dit, vous savez, cette période était très compliquée. Il a sauvé la vie de tous ceux qui étaient autour de cette table. L'affaire Bousquet, elle va prendre le pas parce que Bousquet est vivant et qu'on le voit effectivement sur cette fameuse photo où il déjeune à Latché, chez Mitterrand. Et on voit que jusque très tard, il a poursuivi des relations très étroites avec Mitterrand, dont il avait financé notamment les campagnes électorales. Bousquet s'était mis à la disposition de Mitterrand et de tous les candidats que patronnait Mitterrand. Et donc c'est comme ça que ce lien s'est maintenu jusqu'au jour où on a découvert qu'il était plus que collaborateur, il avait été l'auteur de la rafle du Val d'Hiv.
Ce qui était pire que tout. En 1978, le magazine L'Express publie un entretien avec Darquier de Pellepoix, directeur du commissariat général aux questions juives, condamné à mort à la Libération et exilé en Espagne. Il y déclare notamment « À Auschwitz, on a gazé, oui, c'est vrai, mais on y a gazé uniquement les poux ». Face aux journalistes, il nie la réalité de la Shoah, puis attribue à René Bousquet toute la responsabilité dans la rafle du Veldiv. Quelques semaines plus tard, l'affaire Darquier de Pellepoix arrive, et je lui dis votre ami Bousquet, c'est quand même un monstre. Il m'a dit, je ne le verrai plus jamais. Ce qui n'était pas vrai, puisqu'il a continué à le voir. Il m'a menti là, oui. Il a fallu cette ordure de Darquier de Pellepoix pour que toute l'histoire du Veldiv ressorte en pleine lumière et en lumière crue. Il était vraiment pas désireux de savoir, le père Mitterrand. Beaucoup de gens dans l'entourage de Mitterrand savaient que Bousquet était reçu à l'Élysée, quoi. On le savait. Beaucoup de ses proches vont nier cette proximité. Mitterrand ne savait pas que les relations avec Bousquet se sont arrêtées très très tôt, ce qui est tout à fait faux. Les relations avec Bousquet ont continué très tard. Et Mitterrand savait évidemment parfaitement à qui il avait affaire, puisqu'il l'avait connu à Vichy. Aussi invraisemblable que ça puisse paraître, pour moi qui connaissais très bien Mitterrand, je l'ai découvert par les articles des journaux. Pierre Moscovici prend la tête des gens qui, choqués, déchirent leur tunique en disant « Quoi, Mitterrand, Bousquet? Mais on l'apprend, c'est scandaleux, comment a-t-il pu ?» J'étais toujours très étonnée quand des gens très proches de Mitterrand disaient « Ah ben nous, on savait pas qu'il connaissait Bousquet. » C'est pas vrai. Mais enfin, Bousquet, tout le monde savait qui c'était. Tout le monde savait ce qu'il faisait. Tout le monde connaissait l'ampleur de ses responsabilités. Et quand on lui disait « Comment pouvez-vous être ami avec Bousquet ?», il disait « Vous ne comprenez rien, vous n'étiez pas là pendant la guerre, il a sauvé la vie de tas de gens. C'était pas noir et blanc, la guerre. » À la Libération, quand Bousquet est jugé, il n'est pas jugé pour avoir tué des Juifs. Parce qu'à Libération, on s'en fout. C'était pas un crime. C'est après qu'on va considérer que c'est un crime. C'est terrible de dire ça. Mais c'est les nazis ont déporté les Juifs, point. Donc il n'y a pas de Français qui ont participé. Il est là-dedans, Mitterrand. Est-ce qu'il connaît le détail du rôle que joue Bousquet en première ligne les deals que fait Bousquet avec les nazis sur les enfants. Est-ce qu'on... Les enfants, pas les enfants? Oui, bah les enfants. On vous donne les enfants. On vous fait un cadeau, on vous donne les enfants juifs. Est-ce qu'il est... je ne sais pas. Je crois qu'il n'a pas pris la mesure de ce qu'a été la participation policière à la rafle du Veldiv de juillet 1942. Il refuse de s'expliquer jusqu'au bout. Il refuse de se justifier. Et il ne le fait pas. Il ne le fait pas par une sorte d'entêtement orgueilleux. Et je lui propose une solution. Je dis, il faut vous expliquer sur Vichy et sur Bousquet particulièrement. Admettez-le. Il hésite et me lance un regard mauvais et persécuté en me disant, vous aussi. René Bousquet est enterré dans un cimetière du Sud-Ouest. Le fils de René Bousquet m'avait même dit qu'on lui avait rapporté que Mitterrand était venu se recueillir sur sa tombe. Mitterrand n'était pas un homme de remords, ni de regrets. Jusqu'au bout, il se défendait d'avoir eu tort, même quand il savait qu'il avait eu tort. Le seul sujet qui lui causait, non pas un remords, mais une inquiétude si on l'interrogeait, c'était la justice militaire accordée en Algérie. Si on découpe le parcours de Mitterrand, on trouve Bousquet et on trouve l'Algérie. Mitterrand a eu beaucoup de chance que pendant son double septennat, on ne revisite pas l'histoire algérienne. On avait commencé à ouvrir le couvercle sur Vichy, mais pas sur la guerre d'Algérie. En 1954, François Mitterrand est ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Pierre Mendès France. Opposé à l'indépendance de l'Algérie, il déclare « La seule négociation avec la rébellion algérienne, c'est la guerre ». Nommé garde des Sceaux, François Mitterrand est chargé de défendre le projet de loi remettant les pouvoirs spéciaux à l'armée. Pour lui, la République ne pouvait pas s'épanouir sans un empire. Il fallait être dans un fait colonial qui était légitime. Quel archaïsme chez cet homme. Il fallait le courage et la vision historique du général de Gaulle pour comprendre que la France et l'Algérie pourraient continuer leur histoire en marchant côte à côte. Il n'a rien compris à la légitimité de ceux qui étaient pour la décolonisation. Absolument rien. Il a tout faux sur ce dossier-là. Mais il a faux surtout moralement.
puisque pour garder les colonies, il était prêt à cautionner des exécutions, une justice entièrement militaire, et sans doute était-il informé pour la pratique de la torture, et sans doute n'a-t-il, comme beaucoup de politiques, rien dit. C'était le garde des Sceaux qui accompagnait la guerre d'Algérie. Donc il avait été du côté de la guerre d'Algérie, de l'aveuglement, de la torture. Nous châtierons d'une manière implacable, sans autre souci que celui de la justice, et en la circonstance, la justice exige la rigueur. Les responsables seront soumis, comme tout criminel, à la loi. Et la loi sera appliquée. Du temps de la guerre d'Algérie, c'est sous François Mitterrand qu'il y a eu le plus grand nombre d'exécutions capitales. C'est sous François Mitterrand, garde des Sceaux, le président, au nom duquel est associée l'idée de l'abolition de la peine de mort, c'est sous sa gouvernance comme garde des Sceaux, ministre de la Justice, qu'il y a eu le plus de gens, de civils, qui ont eu la tête coupée, et qui ont eu la tête coupée, on a les documents depuis, il était le plus dur dans les comités d'appel. Et dans beaucoup de cas, c'était contre l'avis du président de la République. Il est incontestable alors qu'il a eu la main lourde. Et il a fait exécuter 50 personnes. Mendès France, lui, était souvent partisan de mesures de clémence, ce qui n'était pas du tout le cas de Mitterrand. Il n'avait encore jamais été président du Conseil, il pensait qu'il pouvait le devenir, et qu'il ne fallait surtout pas, dans ce climat-là, qu'il donne des signes de faiblesse. Il refusait d'en rendre compte. Ça aurait été formidable qu'ils disent, écoutez, je vais vous expliquer pourquoi, oui, je me suis trompé à l'époque, et du coup, je me suis ressaisi. Oui, je me suis trompé pendant la 4e République et par rapport à l'indépendance algérienne, et je me suis ressaisi. Expliquez ça. Et donc la gauche a vécu dans une illusion pendant très longtemps que jamais Mitterrand n'avait eu ce passé au ministère de la Justice, que jamais Mitterrand n'avait eu ce passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'aujourd'hui, on s'accorde quand même. Il y a des choses qu'on peut plus soutenir. On ne peut pas soutenir que Mitterrand n'était pas à Vichy, qu'il n'a pas fait exécuter 50 personnes quand il était garde des Sceaux, enfin 50 Algériens. Il y a des faits qui sont là, on ne peut pas les nier. Je ne le reverrai qu'une seule fois, parce que la campagne monte, et là, le rapport avec moi, là, sa façon de parler de mon livre est plus la même. Je l'ai senti extraordinairement désagréable à mon endroit, me disant que je lui avais fait beaucoup de tort. Il considère le livre comme lui ayant gâché la fin de sa vie. Ils ont pensé que la France était mûre pour le connaître et l'admettre, et on voit que l'émotion que ça a suscité montre que ce n'était pas le cas. Et là, ça prend une telle ampleur qu'il se trouve obligé de monter au créneau pour se défendre. Les silences sur son passé en Algérie, ses explications sur son amitié pour Bousquet, n'ont pas chassé le trouble. Il doit s'expliquer. Le conseiller de François Mitterrand propose à Jean-Pierre Elkabbach, président de France Télévisions, un entretien télévisé en direct de l'Élysée. Avant l'émission, il était sur le point de défaillir. Il souffre énormément, il a eu des malaises en Conseil des ministres, enfin, on peut annoncer sa mort du jour au lendemain. Et il va quand même de manière assez christique à ce calvaire. Et c'est un naufrage physique, comme ça. Dans le livre de Péan ou ailleurs, on n'a jamais relevé de ma part le moindre mouvement, sentiment, acte, demi-acte, qui soit antisémite. Mais alors là, avec l'affaire Bousquet, ça a provoqué partout de l'incompréhension et vraiment une sorte de gêne. Mais dans votre propre camp, la colère et l'indignation. Tout dépend de quoi vous me parlez. Eh bien justement, de votre relation avec Bousquet, on va en parler tout de suite là. Quand vous l'avez connu? Je l'ai connu, je n'en sais rien, mais forcément dans les années 50. Et vous, jusqu'en 49, vous ne le connaissiez pas? Mais non, je ne le connaissais pas. Mais est-ce que vous saviez ce qu'il avait fait? Non, mais qu'est-ce que vous racontez là? Excusez-moi. Dites-moi tout. Eh bien, j'exprimais ce que mais quand on dit c'était un ami, est-ce que c'était un intime de François Mitterrand? Mais non, c'était pas un intime. Ou un ami? On dit la relation amicale. Écoutez, on dit ce qu'on veut dire. Ça, c'était, on va dire, en 1950. Et jusqu'en 1978, aucune question ne sera posée. Et pendant 30 ans, il vivra comme ça, à Paris. Et c'est pour ça que vous dites à Péan que vous l'avez vu avec plaisir. On continue à le voir et même il vient ici, dans cette maison. Mais aveugle sur quoi? Mais de quoi me parlez-vous? Ça, c'est tout à fait Mitterrand. C'est quand il est placé devant une contradiction pareille,
au lieu de y sentir en réagissant avec superbe, en disant, mais enfin, vous n'imaginez pas que moi, François Mitterrand, j'ai pu m'abaisser, avoir des fréquentations. Enfin, il est monté sur ses grands chevaux et finalement, ça n'était pas convaincant du tout. Depuis que sa maladie est devenue publique, on admire le courage du président face au mal qui chaque jour gagne du terrain. Édouard Balladur est toujours à Matignon. Chaque mercredi au Conseil des ministres, il m'ausculte et il se demande quand. Monsieur le Premier ministre. Quand il me serre la main, j'ai l'impression qu'il prenne mon pouls ou ma tension. Je ne peux plus aller aux toilettes sans qu'on y minute ma présence. Qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai à accomplir ma tâche, la tâche pour laquelle les Français m'ont élu. 10 mois. C'est à ma portée, et même davantage, je l'espère. Bon, ensuite, j'aurai des préoccupations de caractère privé. L'essentiel, c'est que je puisse parvenir au terme de mon mandat. Et la question ne semble pas posée. Mitterrand pensait, était convaincu que tant qu'il serait au pouvoir, il ne mourrait pas. Et il l'a dit, d'ailleurs, à plusieurs de ses proches, il a toujours pensé qu'une fois qu'il en serait parti, ça serait la fin. Il souffrait, et à la fin, il ne pouvait plus le cacher. Et pour lui, que j'avais côtoyé en majesté, se sentir lui-même affaibli, il n'aimait pas ça. C'était tout à fait frappant de voir cet homme avec son visage parcheminé, ce teint jaune et cireux. Il portait vraiment le masque de la mort. C'était la résurgence de son cancer qui avait été calmé pendant des années, qui repartait. On sait très bien qu'après la rémission, quand ça repart, c'est trop tard, ça on le sait. Et il le savait aussi. Il avait 2 heures de véritable présence, voire lucidité, où à la fin il recevait dans une chambre qui avait été installée au rez-de-chaussée de l'Élysée, où il était pris dans cette bataille avec la mort. Au Conseil des ministres, il y avait des médecins. Il y avait notamment Bernard Debré, qui était ministre de la Coopération, je crois, et qui, toutes les semaines, était au Conseil des ministres. Et qui faisait des petites notes à Édouard Balladur. Il n'en a plus que pour 15 jours, le mois prochain, il est mort, préparez-vous à être candidat, il n'ira pas au bout de son septennat. Absolument faux, absolument faux. Pendant les Conseils des ministres, François Mitterrand était fatigué. Et à un moment donné, François Mitterrand s'est endormi. Et mon voisin me dit, mais il est mort. Et j'ai dit, mais non, pas du tout. Mais jamais, et je vous le dis, jamais, je n'ai dit un mot sur la santé de François Mitterrand à Édouard Balladur, ni à aucun ministre, jamais. Beaucoup, à ce moment-là, évidemment, pensaient qu'il allait y avoir une élection présidentielle anticipée. Balladur s'est dit, allez, il n'ira pas plus loin, c'est moi qui vais prendre le pouvoir, et c'est moi qui vais être élu, et il s'est cru président de la République. François Mitterrand écrit à un ami. Après mon opération, M. Balladur a d'abord prié pour moi, afin que, par une élection anticipée, M. Chirac ne vienne prendre ma place. Puis M. Chirac est allé brûler un cierge pour que mon décès subit n'amène pas M. Balladur à l'Élysée. Je suis un homme comblé. Mes 2 ennemis me protègent de la mort. Ça s'est dégradé à partir de la seconde opération de Mitterrand, parce qu'il y a eu un article, Édouard Balladur a écrit un article dans le Figaro, Ma politique étrangère. Et Mitterrand se réveille de sa 2e opération en découvrant ce titre, le président bis. Et là, il a le sentiment, on rentre dans la 3e époque, de la trahison absolue. Pendant que j'étais en train de me faire opérer, il prend mon siège. Et à partir de ce moment-là, il a décidé de lui faire la peau, il faut bien dire les choses. Et le peu de force qui lui restait, il les a employés, au fond, à nuire à Balladur. À l'Élysée, les gens me disaient ça, cette interview, il ne pardonnera jamais. Et apparemment, Balladur ne l'a pas compris tout de suite. D'Édouard Balladur, François Mitterrand dira « Je croyais avoir tout vu en matière de trahison, mais là, ça dépasse les bornes. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus hypocrite. Tout est faux chez lui. Si on lui perçait la peau avec un couteau, on verrait qu'il n'y a que du venin en dessous. Chirac, même s'il manque un peu de structure mentale, est un extraordinaire battant. Il est intelligent, lui. Il agit, il est rapide, il court. » Et là, ça change du tout au tout, et il va se rapprocher de Chirac. De ce Chirac qu'il détestait, de lui trouver des qualités. Ils s'étaient réunis tous les deux, François Mitterrand et Jacques Chirac, dans la détestation d'Édouard Balladur.
On l'a senti. Mais moi, il me l'avait dit. François Mitterrand m'avait dit, ça sera Chirac qui sera élu, je m'en occuperai. Il décide de passer à l'action et de conseiller en direct Chirac. Il va me charger d'aller porter un message à Chirac. Et le message, c'est quoi? Déclarez-vous vite dans les jours qui viennent, sinon vous êtes foutus. Dès le lendemain, Jacques Chirac annonce sa candidature contre Balladur. Avec la complicité et le soutien de François Mitterrand, il se lance dans la campagne présidentielle. Je ne pense pas, au fond, qu'il avait beaucoup de considération pour la personnalité de Chirac. Mais c'était un successeur qui lui convenait. Et il a été entièrement tendu dans le but de terminer ce septennat. Et c'est d'ailleurs tout à fait remarquable la façon qu'il a eu de préparer sa sortie, d'écrire son histoire, de mettre en scène tout ce qui suivrait à sa mort. Chers compatriotes, c'est la dernière fois que je m'adresse à vous pour des vœux de nouvelle année en ma qualité de président de la République. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin, et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit, et je ne vous quitterai pas. Ces derniers jours sont très beaux pour ça. Et puis il dit, où je serai, je ne vous quitterai pas. Et c'est vrai, il est le seul roi à avoir laissé encore une trace, le dernier en tout cas. Architecturalement, il est toujours dans nos murs, dans nos villes, dans nos yeux. Il y a toujours une présence mitterrandienne dans notre vie. L'inscription dans le paysage, c'est-à-dire « je ne vous quitterai pas parce que tous les jours vous passez devant chez moi », c'est Mitterrand. Mitterrand s'intéressait à sa trace architecturale au-delà de sa mort. Et la Bibliothèque de France est complètement fou. Mais il a apporté une passion folle aussi à tous ses autres projets architecturaux, comme la Grande Arche de la Défense. Il aimait beaucoup se balader, comme il disait, se promener. On passait par le Louvre, la pyramide, on descendait la Seine sur les quais de Seine, on remontait. L'Institut du monde arabe, il adorait le bâtiment. L'Opéra Bastille, il l'aimait pas. Il s'est trompé sur le projet. Il l'a jamais avoué. Il y a quand même quelque chose d'un peu pharaonique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi on peut dire, on l'a beaucoup dit. On l'a beaucoup dit. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui relève carrément du droit régalien? Non, pourquoi? Bien sûr que si. Mais vous avez assez raison. Mais bibliothèque François Mitterrand, ça serait pas mal, non? Oui, mais je ne le demande pas. Non, mais je n'ai pas dit que vous le demandiez. Mais il y a des noms plus illustres ou plus adaptés. Attendez, c'est vous qui en avez eu l'idée, et vous adorez les livres, vous adorez les écrivains. S'il y a un monument qui vous ira bien, c'est celui-là. Si vous étiez chargé de ça, et si vous me proposiez aujourd'hui de prendre cette décision, je vous dirais non. Oui, bon, c'est pas gentil. François Mitterrand compte les points dans la guerre opposant Balladur à Chirac. La droite entre en guerre civile. Parlant de l'élection présidentielle de 1995, François Mitterrand déclare « Je suis malade, dommage. En bonne santé, je les battrai une troisième fois. » C'est vraiment le monarque au crépuscule. C'est le Mitterrand malade, c'est le Mitterrand cerné, c'est le Mitterrand seul. C'est une période où il est très isolé, très affaibli, très critiqué. Il est exilé au pouvoir. Il est dans une sorte de Sainte-Hélène symbolique. Il n'est plus rien, Mitterrand. Tout le monde lui tombe dessus, les rocardiens, les intellectuels, le monde, la communauté juive, le Parti socialiste, Lionel Jospin qui prononce jamais son nom. Pourquoi n'aurais-je pas le droit, moi, comme candidat à l'élection présidentielle, le droit d'inventaire? N'est-ce pas cela l'attitude de la raison? Il a détesté que Lionel Jospin parle d'inventaire, de droit d'inventaire. Au fond, il a toujours considéré que ceux qui se prétendaient ces dauphins potentiels étaient soit pas à la hauteur, soit trop ingrats. C'est sûr que Mitterrand n'avait aucune envie que Lionel Jospin se présente contre Jacques Chirac. Et qu'il préférait que ce soit quelqu'un d'autre. Il ne peut pas y croire, quoi. Non, il ne veut pas de Jospin. Il n'aimait pas Jospin. Il le trouvait étroit, triste, un peu ennuyeux. Il me disait « Mais toi, tu comprends, Jospin ?» Moi, au bout de 5 minutes, moi, j'en ai assez, je ne peux pas le suivre. Mitterrand cherche à ce moment-là. Il cherche. Il ne pense pas à Jospin, qui n'est pas son ami, qui est le fils rebelle, qui est le fils maudit. Il cherche. On pense à Martine Aubry, mais il la trouve rocardienne et ennemie, il est trop jeune. François Mitterrand aurait voulu nommer comme dauphin Laurent Fabius. C'est le seul qui lui semblait être à sa hauteur. En tout cas, il n'a jamais dit, c'est cet homme-là
qui devrait me succéder. En politique, il n'existe pas de dauphin. Parce que celui qui voit son dauphin voit sa propre mort. Heureusement qu'il ne l'a pas fait, je dis de certaine manière. On est déjà en monarchie, c'était pas la peine d'en rajouter. François Mitterrand, comme tous les grands monarques, il n'a jamais imaginé qu'aucun héritier serait digne de lui. Non, il n'avait aucune intention de désigner un successeur. D'ailleurs, si on regarde les choses attentivement, on s'aperçoit que celui qui l'a plutôt poussé, c'est Chirac. Et en fait, dès le début, il n'a qu'une idée, ça sera Chirac. Il a voté Jospin, mais enfin, il a quand même tout fait, objectivement, pour favoriser Chirac. Jacques Chirac, élu président de la République, il recueille 52% des suffrages contre 48% à Lionel Jospin. Au fond, il ne voulait pas de successeur, il voulait surtout pas de successeur socialiste. C'est ça il voulait rester le seul à avoir porté la gauche au pouvoir. Mai 95, il vient de faire son dernier conseil des ministres de président de la République. Il était assez malade, assez fatigué, et finalement il était assez heureux et soulagé. D'abord parce qu'il pensait mourir avant d'y arriver. Il y a un orgueil à finir son règne vivant, debout. Avoir le pouvoir, cette drogue si puissante, ça a fait de lui un surhomme, au sens propre. Il a été plus fort que ses métastases. Il a tenu 14 ans. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont un cancer et qui durent 14 ans. Sur le destin accompli, François Mitterrand aura cette image à la fois modeste et orgueilleuse. Ça a été comme un chemin que l'on a devant soi. Cette route à 100 km de long, et on s'imagine, on se dit à 20 ans, comme le parcours va être beau. Et puis à la veille de mourir, on se rend compte qu'on a à peine fait 150 mètres. Mitterrand disait, si j'arrive à un tel état où je risque de devenir un légume, épargnez-moi ça. Je veux à tout prix ne pas être dans cet état. Il décide de ne plus s'alimenter et de ne plus prendre ses médicaments. Devant le docteur Tarot, consterné, et sa famille anéantie. C'était de toute façon, évidemment, de dire à partir de maintenant, je ne veux plus vivre. C'est vrai qu'à un moment donné, il s'est dit, maintenant ça suffit. Mitterrand avait dit, je veux voir personne. Ceux qui m'aiment vont comprendre. Il est mort à l'aube du lendemain matin. François Mitterrand meurt le 8 janvier 1996, finalement vaincu par son cancer. Il avait écrit dans son testament « Une messe est possible. Il en aura deux, l'une à Paris, l'autre à Jarnac. » Et derrière son cercueil, deux familles réconciliées, l'officielle et l'officieuse. Il y associe Mazarine, comme l'aurait fait un roi de France. Une scène jamais vue dans ce pays, où la monogamie est règle d'or. Ma situation est singulière, car j'ai été l'adversaire du président François Mitterrand. Mais j'ai été aussi son Premier ministre. Et je suis aujourd'hui son successeur. Tout cela tisse un lien particulier, où il entre du respect pour l'homme d'État et de l'admiration pour l'homme privé. Chirac m'a dit, vous savez, il y a eu deux grands présidents, De Gaulle et Mitterrand. Et j'ai noté cette petite phrase. Il m'a dit, d'ailleurs, moi, au fond, je suis plutôt mitterrandiste. Il y a chez Mitterrand enfin quelque chose d'indicible, de merveilleux, d'inexplicable. C'est le génie. Il y a du génie chez Mitterrand. Un mauvais génie, parfois, mais il y a du génie. Ils sont où,
les hommes politiques géniaux aujourd'hui. François Mitterrand était, pardonnez-moi de dire ça, un homme qui avait une énorme stature, même si je ne partageais pas du tout ses opinions. Il avait une grande stature, il était le président des Français, il s'est fait réélire, etc. Je ne pense pas que François Hollande ait cette stature. Monsieur François Mitterrand... Hollande. C'est celui que je connaissais de mon âge. Monsieur François Hollande. François Hollande, ich sage schon Mitterrand, es war aber ein früherer Präsident. François Hollande n'arrive toujours pas à se débarrasser du fantôme de François Mitterrand. Il l'a observé quand il était très jeune, quand il était à son cabinet. Et je pense qu'il y a un certain art du pouvoir qui a sûrement impressionné François Hollande. C'est la source d'inspiration principale de François Hollande. Il calque tout sur ce qu'a fait Mitterrand. François Hollande lui-même suggérait aux journalistes de bien noter qu'il respectait la geste mitterrandienne, qu'il lui ressemblait, qu'il était capable de gérer le temps comme Mitterrand le faisait. Bref, il aurait bien aimé être assimilé à lui, mais il n'avait pas tout à fait la même carrure. Le personnage n'a pas non plus le même charisme que François Mitterrand. La façon dont François Mitterrand, la façon souveraine, on peut dire, dont il a assumé ses fonctions, tenait à sa personnalité, à son histoire, à son charisme. C'est évident que ça ne pouvait pas se transmettre. J'ai pensé à un moment qu'il pourrait être un François Mitterrand jeune. Mais en même temps, je sais qu'il est François Hollande. Disons que j'aimerais qu'il s'affranchisse de son génome. Il s'en affranchisse plus souvent. Il y a une continuité dans un certain nombre de comportement, de sa solitude aussi, qui renvoie assez précisément à François Mitterrand. La même obsession de la trace laissée dans l'histoire, qui était quand même la grande obsession de François Mitterrand. C'est un merveilleux personnage, à la fois historique et romanesque, c'est vrai. Il n'y en a pas tant que ça, au fond, dans la politique française. C'est un personnage très complexe, il y a une part même d'idéalisme chez lui. C'est un peu comme comme Dimitri Karamazov, qui est à la fois cynique et idéaliste, et dans les deux cas, avec sincérité. Ce sont des personnages doubles, et on a du mal à comprendre. Ce qui reste, c'est un personnage de roman absolument extraordinaire. Et chacun est d'accord pour dire que c'était quelqu'un d'hors norme. Il savait lui-même qu'il était unique. Ou il le croyait, en tout cas. Peut-être qu'un jour, quelqu'un proposera son transfert au Panthéon. C'est le dernier grand président de l'écriture et de l'art oratoire. Quand vous entendez un extrait de télévision ou de discours de Mitterrand, vous avez honte de ce qu'ont infligé à nos oreilles Chirac, Sarkozy et Hollande. En ce moment de bonheur, comme l'histoire en a peu connu, je vous pose cette question. Qu'allons-nous faire de cette époque où nous entrons? Si prometteuse, si périlleuse, oui. Qu'allons-nous en faire? Un homme, une rose à la main, a ouvert le chemin vers un autre demain. Les enfants, soleil au fond des yeux, le suivent de par deux, le cœur en amoureux. Regarde ces fanfares et musique, tintamarre et magique, féerie, féerique. Regarde, moins chagrin, moins voûté, tous ils semblent danser, leur vie recommencer. Regarde, on pourrait encore y croire, il suffit de le vouloir, avant qu'il ne soit trop tard. Regarde, on en a tellement rêvé que sur les murs bétonnés poussent des fleurs.